بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين. Donc nous allons commencer les travaux du colloque international sur l'économie de l'intelligence économique en Afrique, la deuxième journée le samedi. D'accord, la deuxième journée le samedi 23 novembre 2019 avec cette séance inaugurale, donc avec des conférences qui vont être animés par nos invités, etc. Donc on a, en premier lieu, je vais donner la parole à Madame Nato, professeure de l'intelligence économique de l'université du Cameroun. D'accord. Donc, il va nous présenter un travail qui s'intitule « Les réalités de la veille stratégique et de l'intelligence économique dans les entreprises au Cameroun ». Donc, il va nous, bien sûr, citer une expérience camerounaise pour aussi compléter, bien sûr, les interventions des différents pays. On a le Cameroun, on a déjà passé hier l'expérience du Gabon. Aussi, nous avons, pour l'expérience algérienne, etc. Donc, il va nous parler de cette expérience. Donc, sans tarder, je vais donner la parole à Madame pour donc, c'est à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Permettez-moi de me présenter. Je suis Dr Ourenatou, enseignante en faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Ngaoundéré, spécialité système d'information, intelligence économique, veille stratégique. Je remercie vraiment les organisateurs de me donner cette opportunité de partager avec vous ce qui se fait en matière d'intelligence économique, en matière de veille stratégique au Cameroun. Alors, comme nous le savons tous, depuis hier, on ne fait que parler de ce contexte qui impose à nos entreprises un certain comportement, une certaine évolution. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit déjà hier, mais il faut savoir que l'intelligence économique est la solution idéale pour vraiment pouvoir s'adapter à ce nouveau concept, parce qu'elle propose à la fois des méthodes, des outils, des procédures, des modes d'organisation, des politiques qui permettent aux entreprises de s'améliorer, de maîtriser leur environnement, de maîtriser les informations, de mieux améliorer leur capacité d'innovation, d'influencer même carrément sur leur avenir. Alors, s'il faut faire un bref état de lieu au Cameroun, alors il y a un centre africain de veille et d'intelligence économique, le CAVI, avec comme promoteur Guy Gouet, qui fait déjà un très bon boulot en termes de promotion des bonnes pratiques. Récemment, il a initié la journée africaine de l'intelligence économique qui est à sa deuxième édition. Donc, il propose des formations, il sensibilise beaucoup les dirigeants, mais à mon avis, ça ne touche pas vraiment tous les dirigeants d'entreprise. C'est pas qu'on veut un travail où tout le monde doit être sensibilisé, mais au moins qu'il y ait un certain pourcentage représentatif. Il est promoteur d'un cabinet, il propose des services qui touchent plus de très grosses boîtes. Or, notre environnement au Cameroun est vraiment constitué majoritairement des petites et moyennes entreprises qui n'arrivent pas vraiment à avoir accès à ces services-là. Nous avons le groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, qui est une association constituée des dirigeants d'entreprises, des syndicats, des groupements professionnels
qui travaille aussi avec CAVI depuis quelque temps pour la promotion de l'intelligence économique, mais on le sait, c'est une association, et ça bénéficie plus aux membres qu'aux autres groupes d'entreprises. Alors moi, j'aime, dans mes expériences, j'aime toujours partir de l'information, en fait, de l'information, de la source d'information. Donc, au Cameroun, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises utilisent plus des informations, se tournent plus vers des informations informelles que des informations formelles. Alors, s'agissant réellement des activités de veille stratégique, alors nous constatons qu'il y a que c'est vraiment, on est en retard en fait. Donc, cette activité est à l'état embryonnaire dans notre contexte. Lors des descentes sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a des cellules informatiques qui existent, il y a des services informatiques, il y a quelques DSI, donc quelques directions de systèmes d'information dans certaines entreprises, surtout les entreprises parapubliques, mais en termes de cellules de veille, il n'y en a pas beaucoup. On a identifié lors des dernières descentes juste 4 cellules de veille sur près de 62 entreprises, et c'était vraiment des multinationales qui, dans leur représentation au Cameroun, ont créé des petits services de veille pour relayer l'information. Donc en général, rien n'est formalisé. En fait, il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'outils spécifiques dédiés à la veille. Et même l'Internet, qui est supposé peut-être aider à recouper les informations, à collecter les informations, parfois c'est utilisé plus pour autre chose que pour l'entreprise elle-même. Elle se résume souvent aux emails, à la communication, mais pas aux informations qui peuvent aider l'entreprise à se développer ou à améliorer sa stratégie. Alors, s'agissant de l'intelligence économique dans notre contexte, il y a eu un travail qui a été d'abord fait pour savoir quelle est même la perception des dirigeants d'entreprise du concept même d'intelligence économique. Donc beaucoup l'assimilent à autre chose. Donc, vous allez entendre parler du développement de l'intelligence dans la gestion économique, la capacité de comprendre l'économie d'un pays, le renseignement sur l'économie générale, etc. Donc plusieurs dirigeants n'arrivent pas encore à appréhender l'intelligence, concrètement l'intelligence économique. Maintenant, en termes de pratique, je dirais que l'activité de protection est de plus en plus développée au Cameroun, parce qu'il y a le ministère des Postes et Télécommunications qui fait beaucoup de sensibilisation, de formation en matière de cybercriminalité, en matière de protection, au point que beaucoup d'entreprises ont mis en place des systèmes de protection de leurs données. Mais en termes de lobbying, d'influence et tout, et concrètement, on ne perçoit pas ça sur le terrain en termes de pratique. Alors moi, je me suis beaucoup intéressée aux difficultés rencontrées par les dirigeants, dont beaucoup se sont focalisés sur ces 3 aspects, à savoir les moyens techniques, on n'a pas de moyens, on n'a pas d'outils, on n'a pas de logiciels, etc. D'autres, c'est l'accès aux informations, comme dans certains pays africains, on n'a pas de base de données formelle, on n'a pas de base de données où chacun peut venir prendre certaines informations. Et aussi, les dirigeants évoquent beaucoup le personnel qui n'est pas qualifié, le personnel qui n'est pas formé en matière d'intelligence économique. Alors,
Je voulais aussi, à part des entreprises, parler un peu de l'intelligence économique au niveau étatique. On n'a pas une cellule nationale ou bien un organisme national d'intelligence économique chez nous. Il y a de cela quelques années, la Chambre de commerce avait annoncé la création du RENIX, le réseau national d'intelligence au Cameroun. Mais jusqu'à présent, on attend toujours que le RENIX voit le jour. Ça fait déjà, je crois, 8 à 9 ans. On n'a plus jamais entendu parler de ce projet. Donc il y a encore vraiment du travail à faire au niveau de l'État. Alors, s'agissant des universités, il y a des universités d'État, des universités privées. Dans les universités d'État, rares sont des universités qui proposent vraiment des formations en intelligence économique veille stratégique. Moi, j'ai été stratège dans mon cours de système d'information au niveau 3. J'ai divisé le cours en deux pour pouvoir avoir toute une partie intelligence économique, veille stratégique, pour initier les étudiants à ces concepts-là. Et depuis quelques années, il y a déjà des étudiants en master, des étudiants doctorants qui choisissent déjà ces thèmes. Mais ceux qui s'intéressent vraiment à ces concepts sont les instituts privés. On a par exemple l'IFTIC à Yaoundé qui propose carrément des formations qui, en veille stratégique et intelligence économique, ils sont à leur 5e promotion. Ils mettent sur le marché des experts déjà en intelligence. C'est vrai que l'effectif est vraiment très réduit, mais c'est déjà un très bon début. Alors, moi, en termes de travail, chaque fois, je me dis que malgré ce tableau qui est un peu noir, il y a vraiment beaucoup d'espoir. Et il y a des avancées au Cameroun en termes d'intelligence économique de veille stratégique. Ça c'est une expérience personnelle. Chaque année, à la fin d'année, on discute des projets, des programmes de formation pour voir quels sont les nouveaux programmes qu'on va introduire, quelles sont les nouvelles unités qu'on peut donner aux étudiants en fonction du mouvement de l'environnement. Alors, lors de la réunion du département, j'insistais sur l'aspect veille stratégique et intelligence économique. Mais ça n'a pas marché parce qu'on me dit non, aujourd'hui c'est les ressources humaines, aujourd'hui c'est tel domaine qui est plus développé, des histoires d'intelligence économique de veille. Là. Il faut nous laisser avec ça, c'est des choses des autres, ça ne nous concerne pas. Alors j'ai dit ok, on s'est mis à monter des programmes sur les ressources humaines et tout. Et là, on a commencé les cours. Un mois après, il y a le MINPAT, le ministère de l'administration territoriale, qui nous adresse un courrier nous disant qu'ils veulent qu'on développe des programmes en planification stratégique, en veille stratégique, en intelligence économique pour leurs employés, pour tous ceux qui travaillent dans ce ministère parce qu'ils ont des manquements dans ce domaine. Alors là, mon doyen, il m'appelle directement, il dit on fait comment? J'ai dit non. Je vous avais bien prévenu qu'il fallait développer des programmes dans ce domaine-là et c'est maintenant que vous me dites c'est comment, on fait comment. Donc on a travaillé dessus pendant une semaine, on a soumis, maintenant on attend leur réaction pour pouvoir les former. Donc c'est pour ça que je dis il y a de l'espoir, il y a des choses qui peuvent changer en proposant ces programmes. Je suis sûre que d'ici l'année prochaine, on peut introduire dans notre faculté des formations spécifiques en veille stratégique et intelligence économique. Au niveau des entreprises aussi, juste avant mon départ, je crois que j'étais à l'aéroport, quand une entreprise m'appelle, je suis responsable de telle entreprise, nous voulons mettre en place une cellule de veille stratégique. On sait que vous travaillez beaucoup dessus. Est-ce que vous pouvez être chef de mission pour pouvoir nous aider à mettre en place notre cellule?
Alors j'ai dit directement, ah oui, envoyez-moi les termes de référence, je vais voir, etc. Donc j'ai lu ces termes et tout, je dis non, je suis intéressée, on y va. Parce qu'il y a souvent des effets de mode. Si on voit qu'une entreprise l'a mis et que ça marche, d'autres entreprises peuvent aussi se mettre à créer ce genre de cellules. Alors je dis, ça avance au Cameroun, à pas de tortue, mais ça avance vraiment. Alors en termes de recommandations, on l'a fait constamment pour les dirigeants, pour les pouvoirs publics. Les dirigeants, il faut les sensibiliser, il faut les encourager à instaurer une certaine culture d'intelligence économique. Il faut les encourager à instaurer un climat favorable à cette intelligence économique. Il faut les encourager à beaucoup utiliser, on est en Afrique, on utilise beaucoup les réseaux humains pour l'information. Pourquoi ne pas le capitaliser, etc., pour pouvoir mieux gérer les informations au sein des entreprises. Et moi, je vais dans le sens d'un auteur, je ne sais pas si vous l'avez lu, moi j'aime bien ses travaux, il s'appelle Ngechuli, qui a travaillé beaucoup sur la formalisation des systèmes d'information, de la veille stratégique, et il disait, à côté de nos veilles informelles, pourquoi ne pas greffer, apprendre, enseigner aux entreprises de greffer une veille formelle et de voir comment cohabiter les deux catégories de veille pour mieux gérer l'information. Alors, on peut aussi les encourager à utiliser des outils très très simples, des outils de collecte d'informations simples, puisque parfois les dirigeants évoquent l'aspect financier, surtout dans mon contexte où il y a trop de petites et moyennes entreprises. Pourquoi ne pas leur demander d'utiliser peut-être des rapports d'étonnement comme ça se fait en Chine, au Japon, des rapports très très simples qu'on peut utiliser pour collecter des informations et qui ne coûtent absolument rien. Donc on parle aussi beaucoup de mutualisation des forces, puisque c'est comment contrecarrer les autres, comment faire face à cette compétition, à cette mondialisation. Alors on peut y faire face ensemble, que les PME travaillent ensemble, les entreprises travaillent avec des universités, des chercheurs et tout, pour mettre en place des systèmes vraiment leur permettant de mieux faire de l'intelligence économique. Alors, s'agissant des pouvoirs publics au niveau de mon pays, moi, je recommande toujours de relancer le programme REMIS, ce réseau qui pouvait permettre à nos entreprises de se retrouver en matière d'intelligence économique, de créer vraiment des bases de données formelles où chaque entreprise pourrait venir puiser des informations, d'encourager les universités, parce que chez nous, quand il faut créer de nouveaux programmes, quand ça sort de la hiérarchie, ça va très très vite. Quand il y a de cela 2 ans, le ministère a imposé à chaque faculté de mettre une unité en entrepreneuriat. Et toutes les facultés ont respecté ce que le ministère a décidé. Alors les pouvoirs publics peuvent aussi faire ça, instaurer vraiment à chaque faculté de proposer des cours en intelligence économique, veille stratégique. Alors, je ne sais pas, j'espère que je n'ai pas été très très long. Voici ce que je voulais partager avec vous ce matin par rapport à l'intelligence économique au Cameroun. Je vous remercie. Alors tout de suite, je vais passer, pour gagner un peu de temps, comme j'étais appelé à gérer cette plénière, alors je passe tout de suite la parole à monsieur Bacha Mohamed, notre collègue de l'Algérie, qui va nous parler de l'intelligence économique en Algérie, aussi un retour d'expérience. Je rappelle que M. Bacha a exercé en tant que consultant, en tant que formateur dans plusieurs structures, aussi bien étatiques que privées. À vous la parole.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, dans le cadre de ce colloque, je suis appelé à faire communication. Et avant de démarrer, je souhaiterais exprimer toute ma joie de me retrouver ici à Oujda, qui est une ville, comme vous le savez peut-être, importante pour l'Algérie, puisqu'elle fait partie aussi de notre histoire contemporaine, car durant la guerre de libération nationale, elle était le siège de l'état-major de l'armée nationale populaire. Et aussi, je souhaiterais exprimer ma reconnaissance à M. Latal et M. Dafier pour leur accueil et leur gentillesse, ainsi que leur générosité, et aussi M. Sabra pour sa disponibilité. Et vraiment, je tiens à le remercier du plus profond de mon cœur. Donc, le thème que je souhaite aborder aujourd'hui s'intitule « L'intelligence économique en Algérie, ses objectifs, ses contraintes, les limites d'une approche top-down pour une redéfinition d'une démarche bottom centrée sur l'appropriation des lieux par les entreprises ». Pour présenter très rapidement, je suis docteur en sciences économiques de l'Université d'Alger. Je suis actuellement enseignant à l'École nationale supérieure de management de Koléa, qui est une petite ville située à la périphérie d'Alger, et aussi donc ancien directeur général de l'intelligence économique au ministère de l'Industrie en Algérie pendant 6 ans, donc de 2008 à 2014. La problématique que je souhaite traiter donc, est articulée autour de 2 questions directrices. La première question directrice s'intitule comme suite. Donc, quelles sont les conditions de redéfinition d'une politique publique de lieu en Algérie? Donc, cette question recèle peut-être deux notions qui sont importantes. La notion de définition et de redéfinition d'une politique publique, mais aussi la notion de politique publique qui, à mon sens, donc, mérite un développement très rapide donc, à travers une définition. Donc, on retient avec Mény et Tolling dans leur ouvrage Politique publique, publié à Paris en 1989, que politique publique, c'est un ensemble d'interventions de l'autorité investie d'une puissance publique, notamment dans le domaine économique. Donc on aura des politiques publiques économiques qui ont pour objet d'encadrer l'intervention de l'État pour provoquer un certain nombre de changements ou d'effets attendus. La deuxième question directrice s'intitule « Quelles sont les conditions d'autonomisation des entreprises en matière d'appropriation des lieux ?» Donc cette question recèle, à mon sens, 2 concepts ou 2 notions importantes. Donc la notion d'autonomisation, qui réfère en partie à la notion d'empowerment, qui est utilisée au sens social, et que l'on peut définir comme étant le pouvoir obtenu par une entité qui lui permet de renforcer son potentiel et de se transformer dans une perspective de développement, d'améliorer ses performances et ses relations à l'environnement. Donc c'est une notion qui est très importante et qui peut sous-tendre toutes les activités ou les actions de l'État qui visent à renforcer la capacité des entreprises à s'approprier les lieux. Le deuxième concept important à mon sens, c'est la maturité organisationnelle qui rejoint en partie la notion de capacité d'absorption qui a été traitée hier par pas mal de doctorants, pour laquelle je propose une grille de lecture constituée de 2 critères fondamentaux à mon sens, la notion d'intégration verticale de lieux et le management des processus. Donc cette grille peut s'établir autour de 4 positions, donc de maturité faible lorsque ces deux critères sont extrêmement affaiblis, ou de maturité forte lorsque l'entreprise arrive à intégrer les lieux et à gérer ses process de management. Donc ce sont 2 notions importantes qui méritent véritablement un suivi particulier lorsqu'on essaye de faire un audit de l'intégration ou de l'implantation de lieux dans une entreprise. Le management des processus étant une capacité de l'entreprise à objectiver les priorités d'action et à se projeter dans l'avenir. On n'est plus dans la gestion du quotidien ou dans la gestion des choses qui arrivent. On est beaucoup plus proactif, au mieux réactif, mais non pas en situation simplement de réagir par rapport à ce qui se passe. Donc c'est un niveau assez développé de la conscience que l'entreprise a de son environnement et de son management. Donc ces repères, en termes de problématiques,
donc, m'amène à définir le plan de la communication qui va s'articuler autour de 5 positions, de 5 axes. Donc, on va voir quelques éléments de méthodologie. On va aborder le contexte algérien à travers un certain nombre d'éléments marquants. Les principales contraintes qui ont été rencontrées dans le déploiement de l'IE, les éléments d'une dynamisation de l'IE. Vous savez que nous sommes toujours dans un contexte de pays en voie de développement, donc on a toujours besoin de redynamiser pour qu'à un moment donné, les choses puissent aller par elles-mêmes et déployer leur effet. Et enfin, le 5e point, c'est l'IE en termes de propre perspective, ce qui peut s'ouvrir dans mon pays pour rendre l'IE beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est jusqu'à maintenant. Pour le premier point, donc des éléments de méthodologie, je vais m'arrêter autour de 2 axes. Donc l'identification des impacts clés attendus de l'IE. Si on ne les identifie pas, on ne pourra pas les évaluer. Donc il faudra bien définir qu'est-ce qu'on attend de l'IE exactement à tous les niveaux. Et enfin, définir notre angle d'approche. Vous savez que tout problème peut avoir plusieurs angles d'approche qui peuvent être extrêmement diversifiés. Donc je vais essayer d'en retenir ceux qui me paraissent les plus pertinentes. Et sur cette base, vous proposer une démarche d'ensemble qui définira une vision que l'on peut avoir de l'IE mise en œuvre dans un pays en développement, en l'occurrence celui de l'Algérie, mais l'expérience peut être éventuellement étendue. Donc l'identification des impacts clés sont nécessaires pour que l'IE devienne véritablement une démarche efficace. Il ne s'agit pas simplement d'une incantation. On va mettre en place l'IE et tout à coup le monde va changer. Il changera que si on travaille pour le changer en utilisant les outils adéquats, arriver à obtenir les objectifs qu'on souhaite réaliser. Donc améliorer très concrètement la compétitivité des entreprises. Si l'entreprise ne s'aperçoit pas que son efficacité augmente à travers l'IE, tout investissement qu'elle aura à engager va être vain, et cela risque même qu'il y ait un retournement et un abandon du projet. Et vous savez que chez nous, dans mon pays, peut-être aussi dans le vôtre, et ça peut se partager, on aura beaucoup plus tendance dans nos évaluations et diagnostics à jeter le bébé avec le bébé. Au lieu de simplement modifier tout, et puis sauvegarder le bébé, on balance tout, et puis ça satisfait tout le monde, qu'il n'y ait plus rien à modifier ou à corriger. Donc l'amélioration de la compétitivité est un élément fondamental pour ceux qui souhaitent mettre en place un outil de veille et l'ensemble des dispositifs d'intelligence économique. Le deuxième élément, c'est l'identification et la lecture qu'on doit faire des enjeux structurants. Il faut absolument que l'IE puisse, notamment à travers l'identification des signaux faibles, et c'est véritablement là sa valeur ajoutée. Si l'IE identifie un peu ce que tout le monde identifie, bon, c'est bon, mais il faut qu'il y ait une capacité à identifier les signaux faibles, donc à les mettre en exergue et permettre à l'entreprise et à un pays de se préparer à les affronter pour mobiliser les moyens de toutes sortes et ne pas être surpris. Hier, vous avez eu une citation sur le fait qu'on soit surpris, qui est impardonnable en veille stratégique. Le troisième élément, c'est de rapprocher l'action économique des entreprises des objectifs stratégiques de l'État. Donc il faut que les entreprises, dans un pays en développement, ne soient pas simplement mues par des activités de profit qui peuvent être contraires à un certain moment à l'intérêt général du pays, notamment lorsqu'elles axent leur process de production sur les importations finalement qui n'utilisent pas d'une manière efficace les ressources d'un pays. Alors que la matière première, par exemple, est présente dans un pays, on aura tendance peut-être à l'importer parce que les gens sont dans une facilité qui n'est pas toujours dans l'intérêt d'une nation et d'un État. Donc le fait de rapprocher ces actions constitue à mon sens un objectif stratégique de l'IE implanté dans un pays. En termes donc de définition de l'angle d'approche, généralement, moi je l'analyse en termes de 2 angles. On a un angle fonctionnel et un angle acteur, c'est le terrain. L'angle fonctionnel, c'est l'angle que vous connaissez habituellement autour de la protection, la veille stratégique et l'influence, et qui est fondamental parce qu'il nous permet d'évaluer aussi bien l'implantation que les résultats qui sont attendus à travers ces 3 axes. Si l'une de ces actions est menée indépendamment de l'autre, il n'y a pas de problème, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais on ne peut pas dire qu'on est dans un schéma d'intelligence économique.
Et l'angle acteur, c'est un angle, disons, tripolaire autour de ce qu'on pourrait appeler le triangle de la gouvernance de l'IE. Donc autour des institutions gouvernementales et le gouvernement lui-même, à travers ses démembrements, l'ensemble des centres de formation, de recherche, des professionnels de l'IE, des experts métiers qui sont importants, qui ne sont pas forcément les experts d'ailleurs, et les think tanks qui constituent la force d'expertise et le savoir-faire mis à la disposition du processus et du dispositif d'IE. Et enfin, les acteurs économiques qui sont finalement les récepteurs et le réceptacle de l'IE, et les véritables acteurs, parce que c'est eux qui produisent la richesse, jusqu'à preuve du contraire. Le gouvernement ne produit pas trop de richesse. Le mieux qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse son boulot et qu'il permette à un pays de se développer. Donc ces deux aspects, donc l'angle acteur et l'angle fonctionnel, définissent de mon point de vue la vision stratégique et participative qu'on a de l'IE. Et cette vision constitue ce qu'on devrait avoir en tête en permanence lorsqu'il s'agit d'implémenter l'IE et lorsqu'il s'agit de l'évaluer en permanence. Donc s'il n'y a pas une vision stratégique qui permet de se projeter vers le futur et participative qui permet de mobiliser l'ensemble des ressources et que tout le monde adhère au système, on risque d'avoir un certain nombre de dysfonctionnements qui vont survenir et qui peuvent même hypothéquer peut-être l'appréhension ou la perception que peuvent avoir les acteurs vis-à-vis de cet outil. Donc le deuxième axe que je souhaite aborder avec vous, c'est le contexte algérien. La notion d'IE est connue chez nous, dans mon pays, depuis une vingtaine d'années, même si on peut ramener la perception que nous avions de la veille stratégique peut-être à plus de 40 ans. Les entreprises, déjà à l'origine, au début des années 70, avaient tous des cellules de veille stratégique accouplées à une cellule méthode qui permettait véritablement de suivre l'environnement. Et à l'époque, on ne parlait pas d'intelligence économique. Donc la veille stratégique existe dans nos pays depuis pratiquement 40 ans. Mais ramené au contexte d'intelligence économique tel qu'il est défini actuellement, on peut parler de à peu près 20 ans. Et l'Algérie figure parmi les pays précurseurs de l'IE en Afrique. Parce qu'avec le Maroc, on constitue les deux premiers acteurs dans ce domaine, même sur beaucoup d'aspects institutionnels. Nous sommes allés beaucoup plus loin que ne l'ont fait nos voisins marocains. La reconnaissance officielle de l'IE dans mon pays s'est faite en 2006, donc à l'issue d'un conseil de gouvernement qui a examiné la stratégie industrielle à l'époque et qui a véritablement impulsé l'IE en lui donnant une définition officielle, en définissant des objectifs stratégiques et en établissant une vision pour l'avenir, notamment le fait de considérer l'intelligence économique comme une base de développement de l'économie de la connaissance et une base du changement et donc de la mise en œuvre des réformes attendues dans le pays pour pouvoir l'ajuster aux enjeux internationaux. La consécration stratégique de l'IE s'en est suivie à travers notamment la tenue des premières assises de l'industrie algérienne en février 2007 et qui, elle, est apparue en force comme étant véritablement un facteur clé de compétitivité des entreprises et tous les opérateurs ont adhéré à la démarche et suite à cela, le ministère de l'Industrie a créé la première direction générale de l'intelligence économique en 2008, donc à travers le décret de mars 2008, donc, qui est portant organisation centrale du ministère. Et c'était la première fois en Algérie, et je pense la première fois en Afrique, qu'une institution publique met en place une direction générale de l'intelligence économique, que j'ai eu l'honneur, beaucoup de plaisir aussi, à instituer, à constituer. J'ai occupé le poste pendant pratiquement 6 ans, jusqu'en 2014. Donc, dans un contexte difficile, où les gens ne comprenaient pas exactement ce que c'était. Donc il fallait commencer par déblayer le terrain, avancer avec les gens et leur dire c'est pas de renseignement, c'est pas de l'espionnage, du contre-espionnage et des trucs à la James Bond. C'est beaucoup plus un travail de manager, de gens intelligents, compétents, résolus, qui jouent sur la clarté et non pas dans l'obscurité, comme cela serait le cas naturellement pour les gens qui sont dans le renseignement. Les éléments phares et les produits phares de cette direction générale, dont je suis moi-même extrêmement fier, dans la mesure où on peut être fier de quelque chose, c'est l'accompagnement à la formation de l'IE à travers l'élaboration d'un manuel
de formation en intelligence économique en Algérie. Je pense que c'est le premier et le seul manuel produit en Afrique, à ma connaissance, et qui est disponible sur le site du ministère de l'Industrie. Et pour ceux qui souhaitent en prendre connaissance, il est disponible au téléchargement à satiété. Le deuxième document phare qui a été élaboré, et donc à l'issue de ce document, il y a actuellement depuis pratiquement 2008, plutôt 2010, à peu près 200 cadres des administrations et des entreprises qui ont été formés en master d'intelligence économique dans les écoles de formation qui ont adopté le manuel, notamment l'Institut supérieur de gestion de planification d'Alger, l'Université de la formation continue. On fait un travail extrêmement intéressant à ce niveau-là. Nous avons maintenant des masters en sciences économiques qui sont dans les entreprises et qui participent au développement de l'IE. Le deuxième document phare que je souhaite mettre en exergue concerne donc le catalogue du bureau d'études, qui est un travail extrêmement important parce qu'il nous permet d'identifier les acteurs, disons, de l'intelligence, mis au service de l'intelligence économique pour pouvoir le déployer dans les entreprises. Et ce document aussi est consultable. Nous avons identifié sur plus de 3000 bureaux d'études inscrits au registre commerce, à peu près 132 cabinets qui étaient éligibles, c'est pas que... Le fait qu'ils aient fait la preuve, on n'a pas eu le temps de vérifier, qui étaient éligibles à suivre les entreprises en termes d'implantation de cellules de veille et d'accompagnement à l'IE. Au niveau des grandes entreprises, le travail s'est relativement bien fait, aussi bien public que privé. Par contre, au niveau des PME, l'impact n'a pas été décisif, puisque peu ou pas de PME s'intéressaient. Enfin, ils s'intéressaient, mais la mise en place n'a pas vraiment suivi. Donc on peut considérer que c'est un des points faibles du processus qu'il faut essayer de corriger. Et en même temps, les territoires n'ont pas été perçus comme un élément de l'intelligence économique. On a essayé de le faire. Moi-même, j'ai organisé un certain nombre de séminaires autour de la question d'intelligence économique, d'intelligence territoriale. On a même mis en place un comité de pilotage à un très haut niveau pour suivre cette implémentation, mais nous ne sommes pas arrivés à mettre en place les instruments nécessaires à son déploiement. Donc c'est un des points faibles aussi de la démarche. Sur le plan macroéconomique, nous avons toujours une persistance et des équilibres structurels des exploitations algériennes, puisque nous sommes toujours dominés par les hydrocarbures. Les produits hors hydrocarbures n'arrivent pas à se frayer la place qui devrait être la leur. Le besoin d'une révision profonde des démarches d'implémentation est absolument nécessaire. Nous devons nous remettre en cause et réajuster la démarche. Les collègues qui sont actuellement au niveau de la direction générale du ministère le perçoivent d'une manière extrêmement claire. À ce niveau-là, 3 enjeux majeurs peuvent être ressortis. Des enjeux liés à la PME, qui est le cœur de la démarche. N'oublions pas que dans nos pays, on parle de PME en étant gentil avec les entreprises, parce que la plupart, c'est des TPE, très petites entreprises. On dit PME pour ne pas se froisser, et il faut être juste dans le diagnostic si on souhaite évaluer, parce qu'un bon diagnostic implique une bonne thérapie et souvent la résultat. Si on a un mauvais diagnostic, donc automatiquement on applique des thérapies qui ne sont pas ajustées. Le deuxième aspect, c'est les territoires. Il faut absolument qu'on arrive à jointer l'intelligence économique au territoire. Et enfin, les exportations constituent le troisième bloc d'enjeux très important pour nous, pour lequel l'Algérie doit absolument renverser la vapeur dans les années qui viennent, et nous espérons dans les 2-3 ans qu'il y ait un mouvement de changement important. En termes de contraintes, je citerai quelques contraintes très rapidement, et je m'arrêterai peut-être juste après si j'ai pris trop de temps. La confusion persistante de la compréhension du concept d'IE, je ne dis pas plus que ça. La notion de renseignement et d'intelligence économique brouille toutes les visions, et beaucoup de gens à certains niveaux de décision considèrent que l'IE c'est du renseignement et c'est de la prérogative des services de sécurité. Alors qu'on n'arrive pas à leur dire faites votre travail et laissez-nous faire le nôtre, et tout le monde sera gagnant dans cette affaire. Donc c'est une confusion qui persiste, il faut absolument la lever. Le climat des affaires en Algérie reste peu favorable, et il implique véritablement une redéfinition de la démarche d'IE au niveau des institutions de l'État pour créer une dynamique d'amélioration du climat en même temps qu'une réimplémentation de l'IE
à ce niveau-là. Et enfin, le troisième élément, c'est la fin d'attractivité des IDE. Ça reste un élément, disons, un point faible majeur. Nous n'arrivons pas réellement à attirer les IDE à travers notamment un arsenal juridique qui est peut-être attractif et qui nécessite une réelle révision en profondeur. La dynamisation de l'IE se ferait à mon niveau autour d'un premier principe. Le développement de l'IE ne doit pas reposer sur les seules initiatives de l'État. Nous sommes toujours dans une démarche un peu paternaliste et nous recherchons l'État comme le bébé recherche sa mère. Pour le bébé, c'est compréhensible, et pour les entreprises, c'est vraiment incompréhensible que des gens majeurs puissent ne réfléchir qu'à travers ce que l'État peut donner comme avantage. Le deuxième élément, c'est l'ancrage territorial. Il faut absolument travailler sur un ancrage territorial. Si l'IE n'est pas ancré dans les territoires, l'effet pour le pays sera tout à fait futile, même si les entreprises quelque part se développent. Et l'ancrage dans le territoire implique une remontée des filières, une réutilisation pertinente de ressources derrière. Si on n'utilise pas nos ressources, les entreprises peuvent se développer, le pays ne suivra pas. Donc c'est très important que le territoire soit utilisé comme terroir pour redémarrer les lieux et redémarrer les entreprises. Il faut que nos entreprises privées travaillent à se reconstituer eux-mêmes en groupement et travaillent à reconstituer pour eux-mêmes les outils d'IE. S'ils ne le font pas, l'État pourra toujours établir des politiques, donner des aides, mais si les entreprises ne se prennent pas en charge, un peu comme vos enfants, à un certain âge, il faut qu'ils se prennent en charge. Vous n'allez pas rester leur père éternellement. Donc la même chose pour les entreprises, l'État ne peut pas rester éternellement à côté de ces gens-là, et donc prendre appui sur des regroupements territoriaux qui existent chez nous. Nous avons un certain nombre de clusters non formalisés qui existent. Il faut absolument qu'ils soient formalisés. Je ne sais pas si vous connaissez l'Algérie, par exemple la Bolge, il y a un cluster informel, non formel plutôt, qui fonctionne avec une industrie électronique extrêmement forte. Et pourtant, les gens ne sont pas coalisés, ne travaillent pas d'une manière synergique. La réhabilitation donc passe par l'intelligence territoriale. Les facteurs clés de succès, il faut que le processus soit participatif de bas en haut et que l'initiative émane fortement du secteur privé lui-même. Si le secteur privé n'est pas mature, quel que soit ce qu'on peut faire, on ne pourra jamais le faire à sa place. Le projet doit s'ancrer donc sur le territoire dans un cadre de développement durable et asseoir une vision stratégique autour du couple entreprise-territoire. Si ce couple ne marche pas, je pense que tout le développement sera vain autour du renforcement des capacités, des exportations, etc. Et autour d'un contrat de performance qui doit absolument liguer tous les acteurs à travers la définition de la gouvernance du cluster, des orientations stratégiques, des moyens mis en œuvre et des indicateurs clés de succès pour lesquels tout le monde doit répondre, aussi bien l'État que les entreprises. Il me reste encore une dizaine de slides, je ne sais pas si je pourrais les dérouler, votre professeur. 3 minutes, d'accord, merci beaucoup. Donc l'État doit s'engager, accompagner l'émergence d'entreprises leaders. On ne peut pas laisser les gens se développer par eux-mêmes, il faut vraiment accélérer la cadence. On doit aider les PME, mais on doit aider notre industrie à se constituer des champions. Et ce n'est pas un athlète de première, de deuxième division qui va être compétitif sur le plan international, il est mon sport. Il faut que ce soit un athlète de performance, donc il faut qu'il y ait des entreprises leaders qui soient accompagnées pour qu'elles le deviennent et qu'elles puissent être compétitifs à l'échelle internationale. Consolider le tissu de sous-traitance qui reste extrêmement faible à travers aussi l'intégration verticale. Appuyer la mise en place des cellules de veille stratégiques à travers les clusters et les entreprises stratégiques. Il faut qu'il y ait un appui, mais avec l'initiative, l'adhésion et la dynamique de l'entreprise. Même dans une famille, hein, si vous faites quelque chose à la place de vos enfants, si vous arrêtez de le faire, ils ne le feront plus. Donc il vaut mieux qu'ils le commencent par eux-mêmes et les résultats ne seront que plus pérennes et plus durables. Donc sensibiliser les entreprises, analyser les chaînes de valeur, donc pour créer une remontée des filières. Ce n'est pas de la littérature, il faut que ce soit quelque chose de concret, compris par tout le monde. Et l'État, là, peut intervenir pour injoncter les entreprises à utiliser la ressource locale. Parce que la facilité, c'est d'aller vers l'importation, parce que
Dans le monde, il y a beaucoup de pays qui sont extrêmement développés dans ce cadre-là. Ils peuvent donner des choses clés en main à l'usage. Et les gens ne se foutent pas trop la rate à rechercher la compétence ou la ressource locale. Et donc, il faut que les clusters puissent aider les entreprises à collecter, à analyser à partir des informations stratégiques, y compris à travers la remontée des filières qui leur permet d'intégrer davantage la ressource nationale. Et les perspectives sont, à mon avis, prometteuses. On a eu, avant de venir ici, 2 jours de colloques à Alger organisés par le ministère de l'Industrie, que vous pouvez retrouver peut-être sur certains fils de l'APS, donc l'agence de presse algérienne, où le ministère s'est engagé à élaborer un livre blanc donc de la démarche stratégique de réimplantation ou de redynamisation de l'IE, et nous allons y travailler à partir de la semaine prochaine. Et il m'avait parlé de l'IE qui avait terminé aujourd'hui ou demain. J'aurais dit, je vais bien être doté d'un nom d'ubiquité, et pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc on attendra de revenir, et il y a un comité de pilotage qui a été mis en place, et j'espère qu'on poussera notre État à mieux s'organiser, même si ce qui a été fait jusqu'à maintenant n'est pas négligeable, mais ce qui reste à faire, à mon avis, est de loin plus important que ce qui reste de ce qui a été fait. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je remercie aussi le président de séance de sa gentillesse, et je souhaite que nos pays réellement se mettent en ligne de marche pour sortir de cette voie de développement qui n'en finit pas, pour qu'on puisse véritablement accéder au statut de pays émergent. Merci beaucoup. Merci, monsieur, cher collègue, monsieur Bachar Mohamed, pour cette intervention riche et structurée, dans laquelle, en filigrane, on y retrouve l'homme formateur que vous êtes, et en même temps l'expérience du terrain, certainement à travers un certain nombre de projets que vous avez pu réaliser dans le cadre de notre cher voisin Algérie. Alors, si je peux résumer, c'est un challenge, de résumer un peu l'intervention. Il a commencé par, M. Bachar, il a commencé par un certain nombre de questions fondamentales, à savoir les conditions de redéfinition de la politique, une forme de redéfinition de la politique publique de l'IE en Algérie. Et puis, deuxième grande question, c'est aussi, elle s'est concentrée sur l'empowerment et la maturité organisationnelle de l'IE au sein de l'Algérie, avec une proposition d'une grille de lecture par rapport à l'entreprise algérienne. Cette grille de lecture, certainement, reflètera la maturité organisationnelle et la conscience, la prise de conscience que cette entreprise algérienne pourra avoir de son environnement. Ensuite, M. Bachar a parlé d'un certain nombre de facteurs de dynamisation de la stratégie IE. Ça commence par des attentes d'abord de l'IE, donc des attentes en termes de compétitivité, des attentes en termes de pallier aux signaux faibles. Et le troisième niveau d'attente souligné, c'était de rapprocher les acteurs des entreprises par rapport aux objectifs stratégiques de l'État. Alors ceci passe par des angles d'approche qui ont été déclinés à 2 niveaux. Le premier niveau était fonctionnel et le deuxième niveau était au niveau des acteurs, avec une vision stratégique et participative qui permettra à l'IE ou qui permettra à l'entreprise algérienne de mettre en place un dispositif IE et se projeter dans son avenir. Alors, M. Bachar ensuite a rappelé un certain nombre de faits marquants, en soulignant que le Maroc et l'Algérie ont été pionniers en matière de veille stratégique, et avec un certain nombre, si vous voulez, des faits chronologiques qui ont rappelé la mise en place, en particulier, de l'IE au sein de l'Algérie.
Trois enjeux ensuite ont été soulignés par rapport à cette expérience qui se décline à trois niveaux, au niveau des PME, au niveau du territoire et au niveau des exportations. Et il a ensuite souligné quand même un certain nombre des contraintes par rapport à ces enjeux. Ces contraintes sont au niveau en termes de perception, je pense qu'on a le même souci au niveau à l'échelle nationale aussi, en termes de climat d'affaires et en termes d'attractivité des idées. L'intervention s'est ensuite conclue par un certain nombre de facteurs clés et des contraintes et des recommandations plutôt par rapport au cas algérien. Alors, je vais tout de suite donner la parole à monsieur. Troisième intervention, monsieur Saber Hicham du Centre de recherche et de développement de l'Oriental, qui va nous parler sur un sujet intitulé l'IE dans la zone, dans l'Oriental. On donne la parole à monsieur Saber. Merci, monsieur le Président. Je précise que mon intervention ne concernera pas l'Oriental, mais plutôt dans une ambition encore plus grande, elle concernera l'Afrique. Donc, le choix de la thématique, il était très important. C'était un dilemme, comment choisir des thématiques intéressantes qui soient d'actualité dans un contexte où l'intelligence économique est vraiment un sujet très important à tous les niveaux, que ce soit point de vue administration publique, secteur public, entreprise, privée, même l'intelligence économique au niveau des personnes physiques s'impose de manière insistante. Donc moi, j'ai choisi le thème de traiter un événement historique qui a eu cet été, et je crois auquel on n'a pas accordé beaucoup d'importance. C'est la création de la zone de libre-échange continentale Afrique, ce qu'on appelle communément ZLECA ou ZLECAF comme continent africain. Moi, c'était le 7 juillet, à partir du 7 juillet 2019, l'Afrique a l'ambition de constituer la communauté économique la plus importante au monde. Ça veut dire c'est une association de point de vue économique, elle est grandiose, elle est extraordinaire, une ambition vraiment sans commune mesure au niveau mondial. Moi, je considère que cette signature de cet accord, la signature effectivement, puisque même si les tractations ont commencé depuis 2015, mais le réel départ, ça veut dire l'acte générateur de l'accord, c'était le 7 juillet 2019. Moi, je le considère comme il a un événement similaire, c'est l'accord de Rome du 25 mars 1957, créé par les 6 pays européens qui ont créé le marché commun, qui a basculé en 1993 à l'Union européenne. Et vous connaissez un petit peu l'importance de l'Union européenne sur le contexte aussi bien politique, dernièrement avec les élections du Parlement européen, avec la nomination du commissaire européen, et également du point de vue économique. C'est vraiment la première puissance économique mondiale, même si les États-Unis, on peut dire qu'ils sont ex-aequo au niveau de l'importance économique, avec un PIB qui frôle les 20 000 milliards de dollars. C'est comme le bloc économique le plus important au monde. Moi, je considère que l'accord du 7 juillet 2019, il est aussi historique que l'accord de Rome de 1959. Donc, il fallait attendre 60 ans pour que la logique économique l'emporte au niveau en Afrique. Il faut considérer que actuellement, on constate que le politique, il perd de l'importance sur l'économique. La raison économique commence à l'emporter
Depuis les accords de Bretton Woods de 1944, et effectivement, une logique économique a été installée par les vainqueurs, par les puissances, par les plus grands. Et les pays en voie de développement, ils ont été laissés pour compte. Principalement parce qu'à cette époque, tous les pays d'Afrique, majoritairement, étaient colonisés, donc ils n'avaient pas leur mot à dire sur le système financier international et le système économique. En 1963, il y a eu la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Malheureusement, elle avait plus un penchant politique. Elle gérait un petit peu les relations politiques de l'après-protectorat et le souci économique, il était un petit peu laissé aux communautés économiques régionales, les 8 communautés économiques régionales, dont l'importance est plus ou moins diffère d'une région africaine à une autre. Par exemple, on prend le cas de l'Union du Maghreb arabe à l'Union du Maghreb arabe, suite à l'accord de Marrakech de 1989, malheureusement qui n'est inopérationnel à tous les niveaux, que ce soit politique et économique. Et je prends l'initiative d'interpeller notre voisin algérien comment faire pour un petit peu reprendre, que la logique économique reprend sur la logique politique. Il faut savoir, actuellement, on sent que la logique économique l'emporte. Et l'outil économique est devenu parmi les éléments d'apaisement. C'est vrai que les accords de Bretton Woods, ils ont cette ambition que l'économie soit un élément de paix. On l'a constaté de nous-mêmes. Plus les relations économiques étaient développées, et plus il y avait des raisons de paix et de prospérité. Et on l'a constaté au niveau après la Deuxième Guerre mondiale, au niveau de l'Union, du marché commun, parce qu'il faut savoir que les premières tentatives de création du marché commun en Europe, ça aurait commencé en 1925. Et j'ai un pressentiment que si l'accord de Rome a été en 1925, on aurait épargné une Deuxième Guerre mondiale. Parce que après, on n'aurait pas besoin de conflit. Parce que la logique économique, elle impose un certain comportement, une certaine logique, une certaine vision des choses qui est très différente du politique. Je donne l'exemple du Brexit de la Grande-Bretagne. Il est acté politiquement. La Grande-Bretagne a pris la décision de sortir de l'Union européenne en 2016 par référendum. Donc l'acte politique, il a été décidé, ça fait 3 ans. Mais on reporte toujours cette sortie à cause de la question économique. On n'a pas encore réglé ce divorce du point de vue économique. S'il est politiquement, il est acté, économiquement, il ne l'est pas encore, et on ne sait pas encore combien ça dure. C'est pour vous dire que l'économie, actuellement, elle prime et elle prend de l'importance au détriment du politique, et ça c'est une très bonne chose. Si on prend par exemple pour voir quels sont les pays qui sont en attente d'adhésion de l'Union européenne, il y a 6 pays, principalement des pays baltes, et la Turquie, l'acteur, on connaît bien un petit peu l'importance de la Turquie du point de vue économique, mais cette adhésion elle est retardée pour des questions politiques. Dernièrement, il y a eu le refus de l'adhésion de 3 pays aussi importants que l'Albanie ou le Monténégro ou la Macédonie du Nord pour des raisons politiques. Donc si on laisse le politique l'emporter, il y aura toujours une incidence négative sur le politique. Mais lorsque la logique politique s'installe à travers le partenariat, à travers la logique d'intégration économique, l'enchevêtrement des intérêts économiques, le politique il perd de l'intérêt, il perd de la primauté et de sa suprématie, et la paix s'installe. Donc c'est pour cela que un petit peu cet épilogue, plutôt ce prologue, pour montrer l'importance de cette zone et aussi pour attirer
l'attention sur cet acte majeur pour nous les Africains. Bien sûr, les modalités d'exécution de cet accord, ils vont commencer l'été prochain, c'est en juillet 2020. Les premiers démantèlements tarifaires, ils vont commencer bientôt, à peu près dans 8 mois. Mais les préparations, les négociations sont en cours. Mais nous, pour le Maroc, pour les pays africains, pour les pays voisins, qu'est-ce qu'on a fait pour se préparer à cet acte majeur d'intégration économique? Et cela, c'est la question qui se pose. Donc, j'ai un petit peu divisé ma présentation selon ce plan de communication. Donc, le contexte, le cadre juridique, les acteurs, si on ne parle pas des membres adhérents, le cadre territorial, les retombées, également les contraintes, et je voudrais terminer par une recommandation qu'on essaye un petit peu de nous basculer, une recommandation que j'espère qu'elle sera tenue par ce colloque. On va veiller à ce qu'elle soit appliquée, qu'elle soit exécutée par la participation, de tous ceux qui s'intéressent à l'intelligence économique et à l'avenir de notre pays et de notre continent. Donc, si on parle du contexte, on l'a appelé un contexte qui est spécifique, c'est que l'Afrique a choisi l'échange avec l'Afrique. Ça veut dire, au lieu d'avoir un libre-échange subi, un libre-échange de conquête, on choisit un libre-échange égal à égal, un libre-échange volontariste. Il faut savoir que le continent africain, maintenant, il est en rang dispersé. Beaucoup de pays d'Afrique, ils sont en convention de partenariat avec beaucoup de blocs économiques internationaux, mais c'est en rang dispersé. Par exemple, si on prend le cas du Maroc, il est en convention de libre-échange avec 6 pays et blocs de pays. Si on prend par exemple le cas de l'Union européenne, et des pays européens, le marché commun, depuis les années 70. Mais c'est la première fois que les Africains pensent à créer un bloc économique pour un petit peu unifier leurs paroles, pour unifier leur vision et leur doléance. Et ça, c'est très important, de point de vue politiquement et économiquement. Et ça, c'est très important. Et également, il y a une volonté à ce qu'on change du cliché que les Européens principalement, parce que c'est le premier interlocuteur économique de l'Afrique, pour des raisons historiques, la France, l'Angleterre, le Portugal et l'Espagne étaient les principaux pays colonisateurs des pays africains. Donc, il y a une certaine force négative sur les échanges. Ça veut dire que deux interlocuteurs qui passent dans des relations économiques qui ne sont déséquilibrées. Par exemple, déjà 10 minutes. Alors que je n'ai pas encore commencé. Donc, on va essayer de faire vite. Parce que j'ai mis un chronomètre devant moi, je vais vérifier. Effectivement, c'est... Donc, le contexte juridique, plutôt le contexte, par exemple, allons vite au fait parce que le temps il presse. Le PIB de l'Afrique, c'est à peu près, il a été évalué à 2500 milliards de dollars par an. Pour vous dire, c'est moins que le PIB d'un pays comme la France, qui a colonisé la moitié des pays africains. Un bloc de pays, de 53 pays, il produit moins ce que crée un seul pays européen qui est de puissance, la 5e puissance économique dans le monde. C'est pour dire qu'il y a un manque flagrant. L'Afrique est le pays le plus riche. Malheureusement, les Africains sont les populations les plus pauvres. Et ça, c'est un paradoxe. Parce que il y a du point de vue ressources naturelles, l'Afrique, elle concède des ressources inépuisables sur beaucoup de produits
naturel. Malheureusement, ça ne se répercute pas sur la population africaine. Et bien sûr, ça c'est pour des raisons historiques. C'est que il n'y avait pas le souci d'aller de l'avant du point de vue économique, et pour des raisons politiques également, parce que le politique, il a neutralisé tous les efforts de développement entre les pays africains. Donc, pour les cadres juridiques, c'est une convention qui a été, comme je vous dis, c'est une recommandation depuis 2015 et qui a été actée le 7 juillet 2019, et dont les premières modalités vont commencer en juillet 2020. Ça veut dire bientôt, les accords de libre-échange vont prendre effet. Et nous, en tant qu'Africains, en tant que Marocains, les entreprises marocaines, comment ils se préparent à cet effet? Moi, je fais un petit peu de la veille à l'actualité, et je vois que la presse marocaine ne s'intéresse pas beaucoup à ça. Bien sûr, au ministère des Affaires étrangères, il y a des gens qui travaillent à ce niveau, mais ça ne se répercute pas sur le citoyen. Et c'est ça le problème. Parce qu'il y aura beaucoup d'opportunités à saisir prochainement. J'aurais bien aimé que hier, le président de la CGM de l'Oriental assiste avec nous. Malheureusement, pour des raisons professionnelles, il n'a pas pu. Monsieur Bachir Nourdine, c'est le consul honoraire de Burkina Faso au Maroc. Alors, il est patron d'entreprise. C'est pour vous dire qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en intra qui existent, mais comment les valoriser et de leur donner de l'importance au niveau entreprise, au niveau communication, au niveau économique. Donc le cadre juridique, il est acté. Le début des démantèlements tarifaires, il va commencer bientôt en juillet 2019. Les acteurs, pourquoi je parle d'acteurs, je ne parle pas d'adhérents, parce qu'un adhérent, il a plus ou moins un profil passif. Moi, je parle d'acteurs parce que les acteurs, c'est un petit peu nous, ce sont un petit peu les entreprises. Ce n'est pas les ministères des Affaires étrangères qui vont signer les accords ou les chefs d'État. Mais les acteurs, les vrais acteurs, ce sont les entreprises, la société civile. Donc, et là, c'est 53 pays. On ne parle pas de l'Union européenne qui, 60 ans, ne sont commencés que par 6 pays. L'accord de Rome, c'était 6 pays. Nous, on commence par 53 pays. Donc, ça, c'est énorme. Et ça, c'est un potentiel qu'il faut exploiter et qu'il faut... le bébé, il est né, donc il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Le cadre territorial, c'est l'Afrique, c'est la troisième continent de point de vue superficie, à peu près 30 millions de kilomètres carrés, avec des ressources inépuisables. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, l'Afrique, elle connaît la croissance économique la plus forte au niveau mondial. Bien sûr, vous allez nous dire que, parce qu'on est très en retard, il y a un retard à rattraper. Mais c'est très important. Si les pays européens, à l'exception également de la Chine, des États-Unis, ils peinent à faire une croissance au-dessus de zéro. Il y a des pays africains qui font de la surchauffe économique. Ça veut dire que le moteur, il tourne tellement vite qu'on essaye de le refroidir. Et ça, c'est très important. Il faut accorder de l'importance à cette fait pour que cette croissance économique se répercute sur les peuples et les nations africaines. Également, pour les retombées, elles sont énormes. Elles sont énormes. Moi, je dirais que la première des choses, c'est les infrastructures. Parce qu'actuellement, l'infrastructure africaine, elle est laissée par le colonisateur. C'est pour l'exportation. Que ce soit les aéroports, que ce soit les ports, que ce soit les autoroutes et les routes, dans le seul but d'exporter les ressources. Alors que l'infrastructure qui est dédiée pour les relations, pour le développement des relations interafricaines, elle n'existe pas. Pour un pays africain comme le Nigeria, par exemple, il produit des voitures, il produit des réfrigérateurs, des machines à laver. Il est plus difficile pour lui d'exporter à ses voisins que pour d'exporter à des pays africains, plutôt à des pays hors de l'Afrique.
parce que les infrastructures n'existent pas entre les pays africains eux-mêmes. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'autoroute. Donc, et ça, ce qui fait qu'il est plus cher, ça revient plus cher d'exporter un pays africain que d'exporter à un pays européen. Et ça, les retombées en infrastructure seront très importantes. Bien sûr, il y a 16% d'échanges commerciaux qu'on espère atteindre 25% et 30% dans quelques années, mais ça va créer de la richesse, ça va créer de l'emploi et ça va mettre à niveau les industries africaines. Parce qu'avant d'arriver au niveau de l'échange, beaucoup de pays africains feront de protectionnisme, parce que le libre-échange, il a à plusieurs vitesses. Ça veut dire que les pays les plus disposés, comme par exemple l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria, sera un petit peu plus ouvert que les pays moins industrialisés que le Niger ou le Malawi ou autres. Donc, et là, ça va permettre à ces pays, ce petit pays, de se mettre à niveau de point de vue législation, de point de vue réglementation, de point de vue infrastructure. Bientôt, Monsieur le Président. Les contraintes des vies, ils sont énormes. Si on ne fait pas le développement, les opportunités que ne seront pas exploitées par nous, ils seront exploités par les autres. Parce qu'il faut savoir que l'Afrique, elle est entourée par beaucoup de continents, beaucoup de nations, mais elle est entourée également par des convoitises. On voit un petit peu, on ne voit pas de point de vue péjoratif, c'est pas péjoratif, mais ce que fait la Chine, il est très important au niveau de l'Afrique. Parce qu'elle prépare pour la voie de la soie ou autre, elle prépare le terrain pour son expansion et son exploitation des ressources africaines. Oui, c'est très important, on ne peut pas arrêter ça, mais il est préférable que l'exploitation économique des ressources africaines doit être faite pour les besoins de l'Afrique. Et ça, c'est très important. Une recommandation que je ferai, que j'espère qu'elle va être retenue par le colloque, c'est la création au niveau de l'Université Mohamed Ier d'un centre d'études de recherche africain. Ça, c'est très important. On ne voit pas son utilité maintenant, mais l'avenir va nous démentir. Il faut le penser dès maintenant à le créer. Ça ne demande pas beaucoup de choses, ça demande de la volonté. Je vois que dans sa salle, il y a beaucoup de gens qui sont pleins de volonté et beaucoup de savoir-faire. Ce centre, également, il va essayer de créer une base de données de tous les amis africains étudiants qui ont étudié à l'université Mohamed Ier, dans toutes les facultés et les écoles, pour qu'on espère un jour qu'ils soient des ambassadeurs économiques du Maroc. Il y aura des opportunités qui vont se présenter et on espère que les étudiants qui sont passés, qui ont étudié chez nous, puissent faire un petit peu les avocats, défendre les intérêts, représenter ces entreprises qui veulent faire du commerce avec l'Afrique. Et je m'arrête là pour ne pas vous énerver, Monsieur le Président, et merci pour votre attention. Alors, si je peux résumer en une phrase ce qui a été évoqué par M. Saber, c'est que finalement, dans ces accords de libre-échange, dans l'intérêt mutuel des États, la logique économique prévaut, filet, et doit prévaloir par rapport à la logique politique dans l'intérêt de l'ensemble des États. Alors, l'intervention de M. Saber a été conclue par une recommandation que j'estime louable et que j'espère personnellement qu'elle trouvera écho auprès des responsables ou des institutionnels, donc à bon entendant. Bien, alors, la dernière intervention de cette conférence plénière sera animé par M. Saber, par M. Amin Dafir, et son sujet portera, ou son intervention est intitulée Internationalisation des entreprises marocaines en Afrique, quel apport de l'IE. C'est Amin, à toi la parole, et tu as 15 minutes, je serai dur avec toi.
J'aurais cru que je vais profiter de votre appui parce que je profite du statut d'organisateur. Et sinon, je dois respecter le temps pour donner l'exemple. Donc là, je commence par remercier M. le Président et l'ensemble des intervenants qui ont fait le déplacement. Aujourd'hui, donc, je lance le débat par rapport à un sujet qui est très important, par rapport à l'internationalisation des entreprises marocaines en Afrique et l'apport de l'intelligence économique à cette internationalisation et au développement de ces investissements. Donc, le point de départ, c'est que l'internationalisation, c'est une obligation. C'est une obligation pour plusieurs choix, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une concurrence acharnée, surtout avec les pays asiatiques, avec la Turquie, sur le continent. Un marché domestique, donc raison interne, un marché domestique très limité. On connaît déjà le marché. Et il y a un certain nombre d'intérêts géopolitiques. Déjà, la défense de l'intégrité territoriale, qui reste une priorité pour les Marocains, pour l'ensemble des Marocains, et la défense de l'intégrité territoriale. Donc, comme j'avais dit, l'internationalisation, c'est une obligation pour plusieurs raisons, dont certains, donc, comme ça a été dit par M. Saber, c'est question de retour à l'Union africaine par la zone de libre-échange, donc on doit profiter d'un certain nombre d'avantages. Donc, il y a deux éléments qui sont très importants. Donc là, c'est le contexte national, mais il y a aussi le contexte international. C'est qu'aujourd'hui, on s'inscrit dans une logique de décomposition internationale des processus productifs. Ça veut dire que chaque entreprise cherche des partenaires, cherche à développer sa dimension internationale. Donc là, c'est un certain nombre de questions, mais au niveau de contexte, je mets l'accent sur l'excellence aussi des relations politiques avec plusieurs pays africains. Et on ne profite pas côté économique, donc soit au niveau des relations économiques, avec plusieurs pays qu'on a de très bonnes relations politiques, mais on ne voit pas ça au niveau de la question économique. Bon, l'économique doit suivre. Donc, au niveau de l'internationalisation, ils n'ont pas besoin de voir. Je dirais ce que je veux. Donc, au niveau de l'internationalisation, il y a une précision, c'est que normalement, il y a deux définitions. Il y a une définition stricte, c'est-à-dire que l'internationalisation, c'est la création des filiales, c'est la création d'un certain nombre d'entreprises internationales. Il y a la science large où on ajoute aussi les exportations. Donc, on va adopter les deux pour voir une logique générale. L'internationalisation, on considère que c'est une stratégie de développement d'une entreprise en dehors de son territoire national, donc à l'extérieur, donc il cherche des opportunités à l'international. Et une première précision, c'est que ce n'est pas un moyen d'écouler un surplus, mais il faut innover pour préparer un produit destiné à un marché local en prenant en considération ses spécificités. Ça veut dire qu'on a un produit on va innover des changements, des modifications pour chaque produit, pour prendre en considération les spécificités de chaque marché. Et là, on peut mettre l'accent sur l'importance de l'intelligence économique pour prendre en considération ces spécificités. Donc, pour les raisons de l'internationalisation, on doit préciser qu'il y a une différence entre les entreprises publiques, où les raisons de l'internationalisation sont différentes des entreprises privées, qui n'ont pas la même logique. Les entreprises publiques, c'est plutôt des raisons géopolitiques, liées à une vision royale, à des enjeux politiques, défense de l'intégrité territoriale, la recherche d'une profondeur stratégique, et l'excellence des relations politiques, comme ça a été dit, et une logique de diversification des partenaires. Je ne sais pas si vous savez, mais plus de 80% de les échanges se font avec l'Union européenne. Donc cette recherche de nouveaux partenaires va réduire cette dépendance à l'Europe et surtout la réduction des déficits commerciaux. Le Maroc a un déficit commercial, a une balance commerciale déficitaire avec l'ensemble de ses partenaires, à l'exception de l'Afrique subsaharienne. Donc pour les entreprises,
Comme ça a été dit, il y a les opportunités de la région. C'est des pays qui réalisent des taux de croissance économique très élevés, qui se développent d'une manière très rapide, donc il y a trop d'opportunités. Et la présence d'une diaspora, à la différence de la diaspora marocaine en Union européenne, c'est ce qu'on appelle des cols blancs. Ça veut dire des ingénieurs, des investisseurs qui peuvent accompagner les entreprises marocaines dans la région. Et il y a aussi des mesures d'accompagnement, surtout la diplomatie économique marocaine très active dans la région à travers les conseils économiques et un certain nombre de moyens. Il y a aussi la réglementation des investissements qui facilite un peu la tâche pour ceux qui veulent faire investissement pour les entreprises marocaines cherchant à s'internationaliser. Donc, je vais essayer de passer vite vers la répartition par pays pour donner une image sur la présence au niveau international. Je vais essayer parce que c'est très important. Donc, les pays où on est très présent, la répartition des pays par stock, c'est au départ la Côte d'Ivoire, les îles Maurice, Mali, Cameroun. Bon, le point commun entre ces pays, c'est que la langue officielle, c'est la langue française. Il y a un accord de protection des investissements, donc là l'aspect réglementaire est très important. Et il y a aussi, généralement, c'est des pays où il y a trop de visites royales, c'est-à-dire qu'il y a déjà des relations politiques et il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut mettre l'accent. Donc l'état des lieux, le Maroc c'est le premier investisseur marocain en Afrique de l'Ouest. Le deuxième investisseur africain en Afrique. Et ça porte sur des secteurs très variés, télécommunications, banques et assurances, donc un certain nombre de secteurs. Et ces investissements jouent un rôle très important au niveau de rapprochement avec ces pays. Mais les limites, donc c'est le premier investisseur, mais ça reste très limité, c'est quelques milliards de dollars, ça ne représente qu'une petite partie de nos exportations, des IDE, donc il y a un effort à faire. Et parmi les limites, c'est le manque de compétences. On est absent dans la région où il y a la langue anglaise, donc les pays anglophones, pour plusieurs raisons. Les investisseurs marocains, la plupart des cas, c'est des mouchkara qui n'arrivent pas à comprendre un peu un certain nombre de moyens, qui font face à plusieurs défis. Et c'est des cercles restreints d'investisseurs. D'ailleurs, on les appelle les champions nationaux. Ceux qui arrivent à s'internationaliser, c'est un cercle très restreint. Et l'objectif, on va voir le défi de l'intelligence économique, c'est d'essayer d'élargir ce cercle. Et ça porte sur la même région, l'Afrique de l'Ouest, et ne se traduisent pas par une augmentation des échanges, parce que c'est surtout les services. Donc il n'y a pas d'augmentation des échanges, et c'est lié à un manque de compétences, et surtout le coût logistique qui est très élevé, on va voir après. Donc quel est le besoin, quel est l'apport de l'intelligence économique? Donc déjà, au niveau de l'information stratégique. Quels sont les besoins des entreprises pour s'internationaliser? Donc les besoins, c'est déjà connaître les opportunités, les informations par rapport au marché, ce qu'on appelle la veille informationnelle. Donc il faut une veille informationnelle. Deuxième élément, c'est la veille concurrentielle par rapport aux concurrents. Les entreprises turques, les entreprises asiatiques, on ne peut pas s'internationaliser si on ne connaît pas ce que font les stratégies de nos concurrents. Donc il y a un besoin très important dans ce sens. Il y a aussi une veille marketing pour connaître les success stories, donc les expériences réussies d'entreprises marocaines ou d'autres pays pour tirer profit. Il y a aussi un élément qu'on a discuté hier, c'est la veille terrain, puisque c'est un marché, donc l'information dans la plupart des pays africains, on peut l'avoir avec beaucoup de difficultés. Donc c'est pourquoi il faut pousser un peu la recherche en développant ce qu'on appelle la veille terrain. Et il y a aussi, comme ça a été dit, la veille réglementaire par rapport à la réglementation, la veille juridique par rapport aux accords. Un des problèmes majeurs, c'est qu'on signe des accords de protection des investissements, un certain nombre d'accords de coopération, mais on les retrouve nulle part. Même pas donc on les trouve dans les journaux, il y a des accords qui ont été signés, mais on ne peut pas connaître de quoi s'agit-il directement et comment profiter de ce genre de questions. Donc il y a, au niveau de la stratégie, il y a 4 niveaux, comme ça a été dit. Donc le niveau veille, la stratégie marocaine. Donc le niveau veille, le contexte, c'est qu'il y a un volume d'informations très élevé, très, très important. Big data, trop d'informations. Mais l'output qu'on cherche, c'est d'arriver à anticiper ce qui se passera sur le marché. Et donc la compétence recherchée au niveau de la veille par les entreprises marocaines, c'est une compétence technique. Et ça coûte cher.
Donc c'est soit des veilles terrain qui demandent de déplacement, soit c'est lié à des systèmes d'information très développés qui coûtent trop cher. Et là, on peut voir le rôle de l'État dans ce sens. Il y a le deuxième niveau, c'est l'analyse. On peut collecter l'information, mais on doit l'analyser. Pour l'analyser, le problème qui se pose, c'est qu'il faut y avoir des analystes qui arrivent à comprendre le contexte géoéconomique, géopolitique, géostratégique, pour proposer des leviers d'action. Des leviers d'action pour la diplomatie, pour l'État, pour les entreprises. Et la compétence, c'est une compétence analytique, stratégique. Troisième niveau, et c'est un niveau très important, c'est le niveau sécuritaire, sécurité de l'information. On doit déjà protéger l'information. Et pour la protéger, il faut, donc, dans un contexte de cyberattaque, dans un contexte, d'ailleurs on aura une présentation de M. Brahim Youssef Mazouz par rapport à la sécurité de l'information dans le côté de l'intelligence économique. Donc l'output, c'est de protéger l'information. La compétence est surtout technique. Et parmi les éléments qui manquent, c'est la sensibilisation des entreprises par rapport aux cyberattaques, par rapport à ce genre de questions. Et le dernier élément, c'est l'influence. Donc, veille, on collecte l'information, on analyse l'information, on sécurise l'information, mais on passe à la dernière étape qui est l'influence. Et l'influence, donc aujourd'hui, il y a le contexte général, c'est les réseaux sociaux. On peut profiter donc, des réseaux sociaux pour influencer. Et donc, l'output des entreprises, puisqu'on parle des entreprises, c'est le profit. Parce que c'est le but recherché par les entreprises. Et la compétence est stratégique. Lorsqu'on parle de l'influence, on parle de la stratégie. Mais les limites, c'est la sensibilisation. Tout ça en prenant en considération la contrainte délai. C'est-à-dire qu'il faut veiller, qu'il faut analyser, qu'il faut sécuriser, tout ça dans un laps de temps très réduit pour avoir un avantage concurrentiel. Donc, par rapport aux perspectives, donc, il y a, comme ça a été dit, l'adhésion à la CDR. Donc, l'entreprise marocaine cherche à se développer et cherche à profiter d'un certain nombre d'avantages. Par exemple, l'apport de l'intelligence économique serait de convaincre les pays régissants à travers les centres de réflexion. Aujourd'hui, on a parlé d'un certain nombre d'acteurs, on n'a pas parlé des think tanks ou les centres de réflexion qui peuvent jouer un rôle très important au niveau de la promotion des relations bilatérales avec les pays de la région et réussir le processus formel qui est très important aujourd'hui pour avoir un output bénéfique pour tout le monde. Deuxième élément, donc par rapport à la perspective au défi, c'est de réussir l'internationalisation des PME. Comme vous le savez, les PME représentent plus de 80% des entreprises et si on arrive à réussir donc le passage de ces entreprises à l'international, ça va donc faire bénéficier un certain nombre de secteurs marocains. Donc, deuxième élément, c'est de consolider la présence du Maroc à l'Union africaine, parce que ça sera très profitable pour les entreprises, et tout ça en réussissant le projet, comme ça a été dit, de la zone de libre-échange continentale. Et troisième élément, c'est le développement de la coopération avec les pays de l'Est. Et là, il faut chercher à dépasser les facteurs de blocage qui sont politiques, qui sont liés aux langues, qui sont culturels. Et là, ça sera l'apport de l'intelligence économique. Donc, dernier élément, et pour terminer, c'est la relation qui existe entre l'intelligence économique et la diplomatie économique. Aujourd'hui, la diplomatie économique marocaine profite d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, au niveau de la négociation des accords de libre-échange, on ne peut pas négocier un accord. Aujourd'hui, le Maroc pense à revoir ces accords de libre-échange. Pourquoi? Parce que c'est des accords qui ont été négociés sans qu'il y ait un travail derrière, un travail de veille, un travail d'analyse, un travail d'influence. Aujourd'hui, on est en train de penser à renégocier l'accord de libre-échange avec la Turquie. Parce qu'on n'a pas bénéficié, parce qu'on n'a pas négocié les règles d'origine. Un aspect très important, par exemple, des accords de libre-échange, on n'a pas négocié un certain nombre de choses parce qu'il n'y avait pas un travail derrière. Donc, l'intelligence économique peut profiter aussi du travail de la diplomatie économique à travers surtout les conseils économiques. Comme vous le savez, dans la plupart des ambassades, il y a des conseils économiques qui collectent des informations stratégiques. Ces informations stratégiques, ils peuvent les mettre à la disposition des entreprises marocaines souhaitant s'internationaliser pour permettre aux entreprises de profiter de ces informations. Donc, il faut sortir de cette sphère, comme ça a été dit par M. Baja, des questions de renseignement économique,
on est dans une logique de promotion, on est dans une logique de développement des partenariats économiques et commerciaux, et l'intelligence économique peut avoir son apport. Je vous remercie, Monsieur le Président. Une intervention aussi particulièrement intéressante aussi à plusieurs niveaux. L'intervention a traité de l'enjeu de l'internationalisation des entreprises marocaines, surtout en Afrique, avec quel rôle de l'IE. L'intervention a commencé par un phénomène mondial qui est effectivement la décomposition internationale du processus productif, et donc l'intérêt et tout l'enjeu des PME, des GE, des grandes entreprises marocaines de s'internationaliser, surtout en Afrique. Monsieur Dafer a présenté un état des lieux centré sur la présence des entreprises marocaines, présence qui est intéressante, mais en termes de flux, il reste, j'allais dire, à un niveau très faible. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de limites, quand même, sont à souligner en termes de compétences et en termes de présence dans les pays, surtout anglophones. Quel rôle de l'IE? Dans la présentation, M. Dafer a parlé d'un certain nombre de veilles intéressantes, veille commerciale, veille marketing, en rappelant les success stories, veille concurrentielle, veille informationnelle, veille terrain, très intéressante. On en a parlé hier, c'est extrêmement important. Elle permet de remonter une information cruciale à travers un certain nombre d'instruments. Madame Broly tout à l'heure a parlé de rapport d'étonnement qu'on utilise souvent dans ces pays terrains. Ensuite, au niveau il a soulevé un certain nombre d'enjeux en termes de veille, des enjeux liés à la fonctionnalité elle-même de la veille ou de l'IE, en termes de collecte, d'analyse, de sécurité de l'information et d'influence. Des perspectives, il y en a des perspectives pour surtout relancer le rôle des think tanks, de l'internationalisation des PME cette fois-ci, et du défi de la coopération avec d'autres pays du continent africain.